c'est que, bien sûr, donc, quand vous utilisez le système Android, c'est que d'abord vous avez le matériel, vous avez un système d'exploitation qui est Linux, et après vous avez des librairies natives, vous avez une machine virtuelle Java d'Alvik, et après vous avez le framework Android lui-même qui va démarrer, et après vous avez des applications Android, et que les applications Android principalement se composent de différents types de composants. Donc on avait parlé principalement, le composant principal d'une application Android, c'est l'activité. Il y a les services, il y a les broadcast receivers, et après il y a les content providers. Alors tout ça, globalement, c'est les concepts dont on a parlé la dernière fois. Et que si vous voulez travailler avec Android, donc vous aurez besoin d'installer un certain nombre d'outils. Bon, j'ai parlé de le cycle de vie d'une activité. Et après, les outils qu'il faudrait utiliser pour travailler Android. D'abord, il vous faut donc le kit de développement Java, parce qu'en fait, c'est la technologie Java qui est utilisée. Et il vous faut installer le SDK Android. Et après, il vous faut un IDE. Et dans notre cas, donc, c'est Android Studio que nous allons utiliser. Alors, bien sûr, donc, l'installation de Android Studio, en principe, ça constitue donc l'élément principal du développement Android. Automatiquement, en principe, si vous installez Android Studio, donc il lance au lancement, il va vous demander également d'installer le SDK Android. Donc globalement, ça c'est des opérations qu'il faut. C'est deux choses, si vous voulez, c'est deux choses différentes. Il y a le SDK Android, il y a Android Studio qui est l'IDE de développement. Alors bon, je suppose que dans mon cas ici, donc il y a Android Studio qui est créé. Alors on va essayer donc je fais une démonstration, un premier exemple d'application qu'on va utiliser. On va créer une petite application, en fait, sous forme d'un petit jeu. Alors l'application qu'on va essayer donc de créer, c'est une application mobile Android, donc dans laquelle c'est un jeu hasard. Donc l'application va commencer par générer un nombre secret, un nombre aléatoire entre 1 et 100. Entre 0 et 1000 ou entre 1 et 100. Et après, l'utilisateur donc, va essayer donc, de deviner le nombre secret. Bon, il va saisir le nombre secret, donc il y a une zone de texte dans laquelle, donc, à chaque fois qu'il va valider, il y aura une indication. Donc cette indication, ça peut être le nombre, soit il est plus petit, ou bien il est plus grand, ou bien bravo, vous avez gagné. Donc c'est pour donner des indications. Et pour chaque tentative, on va essayer donc d'incrémenter donc le nombre de tentatives en utilisant un progress bar. Et également, toutes les tentatives vont être enregistrées dans une liste. Donc, voir également comment utiliser les listes, donc l'historique des tentatives. Donc, on va les afficher là. Et dès qu'il trouve donc le nombre, donc après, on va lui demander de réessayer. Donc à chaque fois qu'on va réessayer, donc on va incrémenter le score de 5. Bref, une petite application, c'est vraiment une petite application Android, mais en même temps, donc ça va nous donner une idée sur comment créer une application Android et comment démarrer le développement mobile Android. Alors, donc pour travailler ça, donc je vais d'abord créer un projet Android. Alors, quand on crée un projet Android, donc on a besoin de spécifier donc le nom de l'application. Donc, je vais l'appeler jeu hasard. Plutôt my game. My first game. Donc, vous aurez besoin de spécifier donc le nom de domaine. En fait, le nom de domaine, c'est juste pour identifier en quelque sorte l'organisme ou bien l'organisation dans laquelle vous travaillez. Bon, forcément, toutes les applications vont utiliser des packages, ils utiliser des identifiants qui commencent souvent par le nom de domaine de l'entreprise. Donc, ça, c'est le chemin. Next. Et après, par la suite, donc, comme je disais la dernière fois, dans cette étape-là, il faut spécifier donc les appareils cibles. Qu'est-ce que vous ciblez comme version d'appareil? Alors ici, donc, vous avez, donc on va d'abord développer une application pour les smartphones ou tablettes. Il y a
l'API par défaut qu'on vise, c'est-à-dire ciblée, c'est l'API 22, c'est-à-dire c'est Android 5, version 5. Alors si vous choisissez, donc si vous la gardez par défaut, vous avez une idée ici donc sur en fait le pourcentage des appareils ciblés. Donc c'est-à-dire si vous gardez donc cette version, ça veut dire que votre application, il pourra fonctionner c'est sur à peu près 80% des appareils Android. Donc ce qui fait donc si vous visez encore plus large, vous pouvez réduire par exemple l'API au lieu de 22, vous mettez 21. Alors vous voyez donc sur 21, bon, plutôt si vous mettez, je sais pas, 19, donc vous pouvez viser jusqu'à 95% donc des appareils Android. Alors ici donc je vais garder donc 22, donc je vais garder les paramètres par défaut donc pour le moment. Donc je suppose que la majorité des utilisateurs qui utilisent Android ont un système Android minimum 5.1, hein, d'accord? Next. Et après, donc, on va choisir l'activité. Alors, dans un premier temps, donc, on va commencer par une petite activité, donc une activité qui est vide. Next. Et on crée le projet. Alors, je le disais la dernière fois, donc, un projet Android donc, contient une activité. Alors, principalement, il va vous créer une activité. C'est l'activité principale qui s'appelle main activité. Alors, j'ai déjà expliqué la dernière fois que une activité, en fait, principalement se compose, il y a une classe Java, et après il y a ce qu'on appelle un layout, c'est un fichier XML dans lequel on va définir donc la vue de l'application. Alors, ce layout-là s'appelle par défaut activité main.xml, donc ça c'est ce que je vais vous montrer. Alors, s'il vous plaît, donc, je ne vous demande pas de travailler maintenant, vous allez travailler tout à l'heure, donc juste vous essayez donc de suivre ce que je suis en train de faire. Alors, finish. Bon, je vous rappelle que la dernière fois, donc, j'avais dit qu'un projet Android, c'est un projet Gradle, n'est-ce pas? Alors, forcément, donc, l'outil Gradle, c'est lui qui va permettre de construire l'application. Bon, c'est l'outil Gradle qui va être utilisé pour compiler, pour lancer les tests unitaires, pour générer l'APK, pour installer l'APK dans l'émulateur. Globalement, en principe, ça c'est juste c'est un outil qui est utilisé par défaut pour l'automatisation de toutes les étapes de construction d'une application Android. Alors forcément, une fois que le projet est créé, donc on va regarder un petit peu la structure du projet. Alors principalement, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'activité. Alors main activité. Alors vous pouvez remarquer que main activité, c'est une classe. L'activité principale de notre application, donc c'est une classe qui hérite de app compact activity. Alors généralement, les activités doivent étendre la classe activité, ou bien ils peuvent hériter de l'une des classes qui hérite de la classe activité. Par exemple, ici c'est app compact activité, et dans laquelle on redéfinit la méthode onCreate. Alors la première méthode qui s'exécute dans le cycle de vie d'une activité, donc comme je disais la dernière fois, c'est la méthode onCreate. Et après, forcément, donc c'est important, la méthode onCreate, elle reçoit un bundle, parce que je disais la dernière fois que une fois que vous lancez une application Android, à un moment donné, elle est dans un état, et quand vous décidez par exemple d'utiliser une autre application, votre application passe en arrière-plan. Et quand elle reste un certain temps, le système Android, pour optimiser l'espace mémoire, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer l'état de l'application, il va la sérialiser quelque part dans un fichier. Et dès que vous décidez de relancer l'application, il va, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait? Il va charger l'état qui a été enregistré. Alors pour charger l'état qui a été enregistré, donc à chaque fois que vous lancez l'application, il refait... Il fait appel toujours à la méthode onCreate, et après généralement il lui transmet l'état, et cet état là c'est un objet de type bundle, ce qui permet de retrouver le dernier état de l'activité donc tel qu'il a été utilisé. Alors le plus important pour nous dans cette application, dans cette activité, c'est ça, set content view. Alors en fait set content view, donc c'est la méthode qui permet d'afficher une vue, hein. Donc, on va définir quelle est la vue qui va s'afficher dans cette application. Il se trouve que nous avons une vue qui s'appelle activité main.
Alors, en fait, activity main, donc si vous voulez, c'est une activité, plutôt, c'est pas l'activité, c'est le layout, ou bien la vue activity main. Où est-ce qu'on va la trouver? Ben, on va la trouver dans le dossier ressources layout. Alors, si vous regardez donc ici, donc activity main, alors en principe, donc activity main, donc c'est la vue de l'application. Alors, vous pouvez voir la vue de l'application soit en mode design, c'est-à-dire au niveau interface, ou bien vous pouvez voir le code de la vue. Et quand vous le voyez, donc les vues d'une application Android sont en fait écrites en format XML. Alors, si vous voulez, ce que vous voyez là, c'est l'équivalent du HTML pour les applications web. Ça veut dire que la structure, d'une manière générale, d'une activité, la structure d'une activité se fait en utilisant donc des codes XML. Alors, ici, donc, ce que je vais faire, c'est, dans notre cas, nous avons la vue. Alors, pour le moment, notre vue, il définit un texte Hello World, que vous pouvez d'ailleurs voir ici. Donc, dans notre vue, nous avons un seul text view. Et ce text view, donc, il porte le texte Hello World. Alors, ce que je vais faire pour le moment, donc, je vais effacer cet élément-là. Et je vais commencer à dessiner donc les éléments de l'interface. Alors dans notre cas, donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire je veux définir donc les éléments de cette interface. Donc d'abord j'ai besoin donc d'un texte, un text view. Alors pour placer les éléments, pour faire la mise en page des éléments dans une application Android, on utilise ce qu'on appelle les layouts. Les conteneurs. Alors, il se trouve que par défaut, donc vous avez votre vue. Il utilise par défaut, donc ici, donc nous avons un élément qui s'appelle constraint layout. Alors, si vous voulez travailler dans un premier temps, on va utiliser un layout qui s'appelle relative layout, qui va vous permettre de placer vos éléments à l'intérieur de ce layout d'une manière relative, c'est-à-dire vous placez un élément relativement par rapport à un autre élément, ce qui permet de faciliter, donc si vous voulez travailler en mode WYSIWYG, donc vous pouvez toujours les déplacer facilement. Alors si vous voulez le changer, vous pouvez changer dans XML ou tout simplement, donc on peut le faire directement ici. Alors si on clique avec le bouton droit, d'ailleurs vous voyez donc la structure. Pour le moment vous avez les composants, l'arbre des composants dans notre vue contient un seul élément qui s'appelle constraint layout. Alors je peux le convertir, donc je peux si vous voulez l'élément, je peux choisir au lieu de constraint layout, donc je vais choisir relative layout. Donc relative layout, ça veut dire ça. Tout simplement, vous avez un élément ici, relative layout, à l'intérieur duquel on va placer les éléments. Alors maintenant, tout à l'heure, je vais revenir en détail sur comment utiliser donc ces layouts. Vous allez comprendre facilement. Mais pour le moment, ce que je vais faire, c'est que ici, donc, je vais chercher dans les éléments de base. Donc, je vais chercher text view. Alors, text view, donc je le déplace, je le place ici. Alors ça, c'est le premier élément qui est placé. Alors du moment que je travaille dans un relative layout, donc mon élément text view, donc je peux, pas très visible, donc si vous voulez donner une dimension à votre texte, il existe donc des modèles que vous pouvez choisir. Donc ici, vous avez la fenêtre soi-disant propriété, dans laquelle vous voyez déjà le texte écrit. Alors dans notre cas, le texte qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est deviner. On va demander à l'utilisateur de deviner. Vous avez le style de texte et l'apparence. Alors par défaut, donc si vous regardez bien le code XML, si vous regardez le code XML de notre... On peut voir les deux comme ça, c'est mieux. Donc si vous voulez regarder le code XML, qu'est-ce que vous voyez? Donc il y a un élément text view qui vient d'être inscrit là. Il
Et après, par défaut, donc la taille, plutôt la dimension, c'est small. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez ici. Alors, je peux choisir, par exemple, vous avez small, large, un large texte, par exemple. Et après, je vais tirer donc sur le texte jusqu'à les bords. Alors en fait, quand vous utilisez donc Relative Layout, vous avez un effet de l'ancrage qui vous permet de coller facilement un élément par rapport à l'autre. Donc là, je laisse comme ça pour le moment. Et après, j'ai besoin de quoi? D'une zone de texte. Alors une autre chose qui est importante, c'est que chaque élément que vous créez, il a un ID. Alors ces identifiants sont très importants parce que c'est ces identifiants qu'on va utiliser au niveau du code Java pour retrouver notre élément. Alors pour le moment, donc celui-là, donc devinez, donc je vais le nommer TextView deviner. Alors pour le moment, donc nous allons supposer que nous créons donc notre jeu en langue française. Et après, on va essayer donc de voir comment faire l'internationalisation parce que notre objectif, quand vous créez une application, il faut penser à plusieurs. Il faudrait que le jeu puisse fonctionner en plusieurs langues. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur cette partie-là pour vous montrer comment gérer l'internationalisation, c'est-à-dire comment définir plusieurs langues. Alors ensuite, donc j'ai besoin d'une zone de texte. Alors je vais prendre donc une zone de texte. Vous avez edit text. Edit text, c'est la classe qui est utilisée. Mais si vous voulez, vous avez différents formats. Si vous voulez saisir un mot de passe, vous voulez saisir une adresse mail. Alors dans mon cas ici, donc j'ai besoin de saisir un nombre. Donc je vais prendre le type number et je le mets au bon endroit. Alors la même chose. Voilà, donc ce edit text, si vous voulez, on va lui donner un nom, un ID. Donc c'est edit text. Je vais l'appeler number. Alors ensuite, juste après edit text, donc j'ai besoin en quelque sorte d'afficher ici le score. Hein. Donc juste en face. Non, c'est pas ici que je vais mettre le score, c'est plutôt dans la première ligne. Donc je vais le faire. Alors donc je vais réduire donc cet élément-là. Je vais choisir un autre text view. Toujours large. Ça c'est le score. Et un autre text view qui va être utilisé pour afficher le score. Okay. Bon, la valeur par défaut, donc je vais mettre 0. Ici. Et si vous voulez, donc je peux le... Donc je vais le tirer tout à droite. Voilà l'élément. Alors en fait, ce qui se passe parfois, c'est que si vous regardez bien dans la partie XML, c'est plus simple de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Donc vous avez en quelque sorte, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc vous avez un text view, donc ça c'est deviné, et vous avez encore un edit text. Mais l'edit text que vous voyez là, c'est parce que là c'est le deuxième élément que j'ai créé, edit text, il est placé
À la suite de quoi? À la suite de l'élément, regardez ici, vous avez un attribut qui s'appelle below. Alors, c'est quoi il est placé à la suite de quoi? À la suite de deviner. C'est-à-dire qu'en fait, il est déjà placé par rapport à celui-là. Donc, en réalité, nous, ce qu'on veut faire, c'est que on va essayer donc de les arranger. Bon, ce que je peux faire pour faciliter un peu la chose, donc je vais supprimer ça. Ok, moi je reprends. Voilà, j'ai text view. Un autre text view que je vais mettre là. Alors ça c'est le score. Et après un autre text view. Ça c'est la valeur du score. Alors la valeur par défaut c'est 0. Et après donc je vais voilà, et je vais tirer donc mon score. Alors la même chose, donc vous pouvez spécifier donc la dimension du texte. Donc ça c'est large. Voilà. Alors, vous allez voir que par la suite, il y a d'autres moyens pour mettre en forme plus simplement donc, nos éléments. Mais néanmoins, dans un premier temps, vous pouvez utiliser Relative Layout et vous pouvez déplacer vos éléments comme vous voulez, donc d'une manière libre si vous voulez. Alors ça, c'est les premiers éléments. Donc je dois juste nommer, voilà, ce text view. On va le nommer, donc c'est text view score. Alors ensuite, donc, on va créer une zone de texte. Donc ça c'est edit text. Edit text. Donc c'est un nombre. Alors je suppose que mon edit text donc, va prendre la largeur. Donc ça c'est, on va le nommer également edit text number. Et après, j'ai besoin d'un bouton. Bon, le bouton, donc la même chose, donc je le tire tout à droite. Après, je laisse la zone de texte. Ah, c'est le même phénomène que tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai la zone de texte. Bouton, la même chose, donc on va lui donner un nom. Alors, bouton OK. Donc, ça, c'est le ID. Alors, le texte sur le bouton. C'est OK. Alors, mais quand vous placez les éléments, vous pouvez toujours regarder la structure de votre design en basculant par exemple du mode portrait vers le mode paysage. Alors, si vous voyez bien, donc c'est-à-dire si vous tournez votre téléphone, donc ça va donner quelque chose comme ça. On voit déjà que ça c'est pas bien parce qu'on voit bien que le texte score il s'éloigne du texte.
Alors c'est pour cela donc plutôt de la valeur. Donc je vais déplacer mon élément jusqu'à ce qu'il soit collé avec la valeur du score. Alors en même temps, peut-être il faudrait que j'augmente la taille de cette zone de texte parce qu'en fait, c'est juste la valeur du score, il sera à un moment donné sur plusieurs caractères. Oui, oui. Donc je reviens en mode portrait. Voilà donc la structure. Alors quoi d'autre? Donc j'aurai besoin donc d'un progress bar et d'un text view pour afficher le score. Alors sur le widget, donc vous pouvez trouver ici donc le progress bar. Et là. Ah, c'est pas le bon. Alors progress bar horizontal. Alors on va l'appeler progress bar quoi? Et tentative. Alors un text view. Alors toujours en large. Bon, la valeur par défaut c'est 0. Bon, c'est pareil, donc je vais le tirer tout à droite. Alors le ID c'est text view tentative. Après, j'aurai besoin d'un encore text view pour afficher donc l'indication. Alors, vous pouvez également travailler en mode XML si vous voulez. Je vous montre juste, par exemple, ici le texte, c'est text view. Donc là, je vais mettre juste des valeurs, des points quelconques. Après, je vais choisir par exemple le style. Alors, je vais utiliser la valeur large. Alors, Android. Alors, quelle propriété? C'est style up large. Alors, texte apparence. Bon, c'est pareil. Alors après, j'ai besoin d'une liste. Alors pour les listes, on va les retrouver.
Alors, dans les éléments, c'est pas les containers, c'est dans le widget, list view. Alors, c'est pas ici. La dernière. Alors, list view. Voilà. En fait, list view, donc, si vous voulez, donc si on regarde bien, donc alors le ID, donc on va l'appeler list view historique. Alors, vous voyez déjà ici donc le layout, la hauteur. La hauteur, si vous voyez donc match parent, ça veut dire qu'il va ici donc de prendre la hauteur, il va prendre la largeur du conteneur, c'est-à-dire de l'élément qui va la contenir, si vous voulez. Alors que width, la même chose, vous avez match parent. Alors sinon, si vous voulez lui donner une dimension, vous pouvez par exemple spécifier la dimension parce que là vous êtes en relative layout et la hauteur elle est définie en termes de valeur. C'est donc je vais utiliser match parent, comme ça il va prendre le reste de la largeur du conteneur. Bref, alors ça c'est les éléments de l'interface. Alors pour mettre un peu plus d'espace, donc je reviens sur relative layout. Et je peux ajouter par exemple un padding directement ici. Donc padding, Android padding. Donc je vais utiliser 10 dp. Ça c'est l'unité utilisée. Alors c'est juste, vous pouvez remarquer en quelque sorte, c'est pour mettre le padding, c'est l'espace entre les bords du conteneur. Quand vous le faites en HTML, c'est pareil, donc, et les éléments eux-mêmes. Et après, on va insérer de l'espace et tout ça. Bref, alors dans un premier temps, donc, je ne vais pas trop me focaliser sur la mise en page, mais plutôt ce qui m'intéresse, c'est d'avoir. Donc, vous avez les éléments de l'interface. Bon, on va essayer donc de voir quelle est la logique qu'on va utiliser pour manipuler ces éléments de l'interface pour construire ce petit jeu. Et après, on va s'intéresser vraiment à la partie mise en page. Et aussi les styles, les couleurs et différentes valeurs des styles qu'on va utiliser. C'est bon? Alors ça c'est la première des choses. Donc ça c'est les éléments de l'interface. Alors une autre chose qui est très importante quand vous créez les éléments de l'interface, donc je le disais tout à l'heure, par exemple à un moment donné vous écrivez deviner. Alors deviner c'est un texte. Bon, c'est un texte que vous mettez comme valeur à votre text view. Mais si vous cherchez l'internationalisation, ce n'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans votre XML, je vois bien ici, vous avez le texte deviné. Alors si vous voulez travailler la partie internationalisation, alors ce qu'on va faire, d'ailleurs vous remarquez une chose qui est très importante, c'est que quand vous pointez sur le texte deviné, vous allez voir ici, donc il y a une lampe en jaune qui vous indique que, ce n'est pas une erreur, mais généralement c'est des warnings. Et ces warnings-là sont très importants. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il vous indique? Il vous dit, cette ressource-là, il vaudrait mieux l'extraire vers un fichier spécial qui est fait pour stocker les ressources. Alors en principe, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les ressources, dans values, il y a un fichier qui s'appelle string.xml. Alors dans string XML, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve les différentes valeurs des chaînes de caractères qu'on va utiliser dans notre interface. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc si vous voulez, ce que je vais faire là, je vais juste demander à l'éditeur d'extraire, c'est-à-dire cette valeur-là, devinez, il va la stocker dans les ressources, c'est-à-dire dans le string.xml. Alors pour cela, il faut lui donner un nom. Donc je peux l'appeler par exemple str deviner. Et sa valeur, c'est quoi? C'est deviner.
Alors, donc, vous voyez donc il va l'ajouter à string.xml. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, si je reviens vers string XML, ben, je vois ici donc il y a une nouvelle chaîne de caractères qui a été ajoutée. Alors, bien sûr, vous pouvez l'ajouter manuellement. Et voilà sa valeur pour le moment. Et si je reviens vers mon layout, ici donc la valeur, maintenant cette fois-ci je fais une référence. Hein. Il s'agit bien d'une référence vers une valeur qui se trouve dans string XML. Alors pour cela donc j'utilise donc la référence vers string, vers la ressource string. Et après slash, qu'est-ce qui m'intéresse comme variable, c'est str deviné. Alors c'est comme ça qu'on va travailler généralement les éléments de l'interface. Donc il ne faut jamais injecter la valeur dans le composant graphique, mais plutôt donc toutes les valeurs des composants graphiques, on va les mettre dans des ressources séparées, dans des fichiers XML. Et après on va faire des références. Alors d'ailleurs si vous fermez le fichier et vous l'ouvrez à nouveau, donc activity main, vous allez voir juste remarquer. Alors ça c'est plutôt la valeur activity main. Bref, alors ça c'est la propriété. Alors là on voit bien donc le texte deviné comme tout à l'heure, mais cette fois-ci dans la propriété texte, donc je vois cette fois-ci ce n'est plus la valeur, mais plutôt c'est une référence vers une ressource. Alors, en principe, vous devrez faire la même chose pour les autres. Par exemple, score, c'est pareil. Alors, pour le faire, donc, vous pouvez le faire directement ici. Alors, au lieu de taper la valeur ici, donc, vous pouvez cliquer sur les 3 points. Alors, généralement, quand vous cliquez sur les 3 points, ben, il va vous demander d'ajouter une ressource. Vous pouvez le faire d'une autre manière. New string. Le string s'appelle str. Ça, c'est le nom de la variable. Score. Et la valeur c'est score. Alors il va être rajouté à string.xml. Ben, c'est pareil, donc là vous avez réglé ce problème. Bon, ainsi de suite. Alors bien, alors maintenant, donc je suppose que ici donc j'ai un outil visuel qui va me permettre de construire en quelque sorte les éléments de base de l'interface. Mais en réalité, si vous voulez avoir la maîtrise de tout ça, il faudrait comprendre la syntaxe XML. Parce que quand vous comprenez la syntaxe XML, c'est comme si je vous dis par exemple écrire des codes HTML. Vous avez deux manières de le faire, soit avec un éditeur WYSIWYG ou bien vous écrivez des codes HTML. Alors c'est presque la même chose. Alors ici donc dans un premier temps donc on va combiner entre le mode création et XML. Et tout à l'heure donc je reviendrai sur les détails des layouts et comment faire la mise en page si vous voulez d'une manière relativement plus efficace que ce que nous venons de voir maintenant. Est-ce qu'il y a des questions concernant la construction des interfaces? Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais revenir sur mon application, l'activité. Alors maintenant, dans mon activité, une fois que je démarre, qu'est-ce qui se passe maintenant si je démarre mon activité? Alors si je la démarre, ben, tout simplement, l'activité va charger la vue. Alors la vue pour moi c'est activity main XML. La dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais parlé d'une classe ressource R. Alors toutes les ressources chaque ressource qu'on crée dans notre application, que ce soit un layout ou bien un text view ou n'importe quel élément, tous les éléments qu'on crée sont déclarés dans une classe en lecture seule, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir modifier, qui s'appelle la classe R.java. Alors pour cela, donc ici, donc pour accéder par exemple à Activity Main, vous avez R, donc la ressource R, dans la catégorie, c'est-à-dire dans la classe R, il y a une sous-classe statique qui s'appelle Layout, dans laquelle il y a une variable qui s'appelle Activity Main. Mais cette variable Activity Main, donc il contient la valeur qui représente, c'est-à-dire cette ressource-là que vous voyez là, c'est Activity Main XML. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc, on aura besoin de déclarer les classes qu'on voudrait manipuler du côté du Java. Alors, j'aurai besoin d'utiliser un bouton, la classe bouton. Alors, bouton OK. J'aurai besoin de text view, de edit text, un élément edit text.
edit text, ça c'est pour saisir le nombre, ça s'appelle number. Alors bien sûr, donc ces classes que je déclare ici, c'est pas à moi de les créer. Donc je ne vais pas utiliser égal new edit text. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez créer l'élément lui-même. Mais en réalité, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que dès que vous chargez activity main XML, quand il va charger, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire tout ce qui est XML et dès qu'il trouve par exemple le bouton, il crée un objet de la classe bouton. Dès qu'il trouve par exemple, vous déclarez dans XML edit text, il crée un objet de type edit text. Ça veut dire que les composants, ils sont déjà créés. C'est Android qui va se charger de créer les éléments en mémoire. Mais par contre, nous, on a besoin de les récupérer, de récupérer leurs références. Alors, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'aurai besoin... Donc, j'ai le bouton, oui. Pour les anciens valeurs que l'utilisateur va saisir. Oui. Est-ce que c'est nous qui décidons? C'est nous qui nous donne combien de valeurs il va saisir? Puis précisément, cette valeur qu'il va saisir. Parce que là, j'ai déjà dans l'interface, vous avez défini le nombre de valeurs, d'anciennes valeurs qu'il a saisies, que l'utilisateur a saisies. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez revenir Sur l'interface? Ici? XML? Oui? J'ai vu que vous avez... Ici? Non, En bas. les anciennes Ici? valeurs. Oh, on affiche une. Ah non, attendez. Ça, c'est un list view. C'est une liste dans laquelle je vais ajouter c'est-à-dire l'historique, c'est ça? Alors, on va pas spécifier le nombre, mais je vais vous montrer comment utiliser un list view, comment on va stocker les données dans la liste. Au fur et à mesure que l'utilisateur saisit, on va ajouter donc des valeurs dans cette liste-là. Ça veut dire au début, il va être... Au début, il n'y aura rien. D'ailleurs, c'est ce que vous allez remarquer tout à l'heure. C'est que si vous démarrez, alors c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand vous créez un list view, vous voyez item 1, item 2, mais c'est juste des labels, mais quand vous démarrez, il n'y aura rien. Donc c'est juste un affichage par défaut, si vous voulez, de l'élément list. Okay. Donc vous avez besoin donc d'un edit text, text view. Text view, donc ça c'est l'indication. Alors je ne sais pas si on l'a déjà appelé comme ça. C'est-à-dire ce text view que vous avez là, quel est le nom qu'on lui a attribué? Ça. C'est, voilà, il faut lui donner un nom. C'est text view, c'est pas set, c'est indication. Donc ça c'est l'indication. Alors, je vais pas. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la première des choses ce que je vais faire, c'est que je démarre mon application. Je vais saisir une valeur dans Edit Text. Je fais un petit calcul et je l'affiche dans Indication. Bon, dans un premier temps, juste pour voir le principe de base. Et après, donc, on pourra construire les éléments du jeu par la suite. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, d'abord, la première des choses, c'est que il faut d'abord retrouver les éléments qui ont été déjà créés dans la vue. Alors pour faire ça, donc, on va initialiser le bouton OK. On va faire appel à une fonction qui s'appelle findViewById. Alors c'est-à-dire findViewById, c'est une méthode que vous héritez de l'activité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Du moment que dans votre XML, vous avez beaucoup de composants, il se trouve que tous les composants dans Android, toutes les classes héritent d'une classe qui s'appelle View. Donc quand vous dites un objet View, donc ça peut être soit un edit text, ça peut être un text view, ça peut être un bouton, ça peut être n'importe lequel. Alors find view by ID, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner tout simplement à nouveau, donc c'est à partir de la classe R. Alors dans la classe R, il y a une sous-classe qui s'appelle ID, et dans cette sous-classe ID, donc je devrais trouver bouton OK. Donc c'est-à-dire quand finalement dans votre interface vous avez créé un bouton dont le ID
c'est bouton OK, donc vous l'avez nommé comme ça. Bah, si vous voulez le retrouver, donc vous pouvez utiliser r.id.bouton OK. On va faire la même chose pour edit text. C'est find view by ID. La même chose, c'est r. Le sous-classe c'est id. Quoi? Bah, edit text number. Normalement, il faudrait faire un sous-casting dans les anciennes versions. Quand vous faites find view by ID, il vous retourne un objet de type view. N'est-ce pas? Et après, il faut faire un sous-casting vers quoi? Vers le type de classe. Alors ici, la classe, c'est quoi? C'est bouton. Logiquement, il faudrait le faire. Alors, sauf que donc, dans les nouvelles versions, c'est pas obligatoire. Donc, vous n'êtes pas censé faire ce sous-casting. Mais d'une manière générale, dans les anciennes versions, il faut faire un cast vers le type de l'élément. Alors, quoi d'autre? Il y a text view, indication, égale à quoi? Égale find view by ID, c'est r.id.text view indication. Alors, vous voyez donc j'ai mes éléments maintenant. Donc c'est-à-dire que en réalité, j'aurais pu ne pas carrément utiliser le fichier XML. Mais qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas-là? Je devrais faire bouton OK égale new bouton. Donc je crée le bouton moi-même. Et après c'est à moi de les placer quand vous le faites avec Swing ou quand vous le faites avec JavaFX. Et d'ailleurs pour les gens qui ont travaillé avec JavaFX, en principe vous voyez également dans JavaFX vous avez deux manières de travailler. Soit en créant directement les objets, c'est-à-dire du code Java, ou bien vous utilisez un fichier XML. C'est le même principe. Alors maintenant ce que je vais faire, donc quand je clique sur le bouton, donc je vais utiliser donc le bouton OK, set on click listener, et après donc je vais créer un objet d'une interface on click listener. New on click listener, bon, c'est une interface qui se trouve dans la classe view. Alors quand vous créez un objet de on click listener, donc vous allez redéfinir la méthode on click. Alors ça c'est traditionnellement, c'est ce que vous faites d'habitude dans les langages de programmation pour gérer les événements. Vous faites ça, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire d'abord la valeur de la zone de texte. Alors je suppose que c'est un nombre, donc je vais utiliser int number égale. Normalement, c'est text view, plutôt c'est edit text number.getText. Alors getText, il vous retourne un objet de type editable. Il faut ajouter la méthode toString. Alors c'est-à-dire vous récupérez le string, mais après il faut le convertir en int. Alors pour cela, qu'est-ce que vous faites? C'est integer.parseInt et vous faites la conversion. Alors ici donc j'ai un nombre que je viens de saisir. Je vais faire un petit calcul. C'est juste pour faire un premier test. Donc le résultat c'est number multiplié par exemple 11, et je vais afficher le résultat. Bon, je l'affiche pour le moment dans la zone de texte indication. Donc je vais utiliser cette texte indication .setText. C'est quoi le texte? C'est résultat. La même chose. Alors ici donc résultat, donc il va être affiché dans la valeur dans text view indication. Alors ça c'est la syntaxe. Vous savez donc pour la gestion des événements, vous avez deux types de syntaxe. Il y a la syntaxe on va dire avant Java 7, et après il y a la syntaxe à partir de Java 8, dans laquelle vous pouvez utiliser les expressions lambda. Alors c'est pareil. Alors si vous voulez faire ça, ce que je vais faire, je vais juste un peu arranger. Donc vous pouvez utiliser CTRL X comme ça. Ok. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai un événement. Donc ça c'est l'événement, le paramètre. Vous utilisez flèche et ensuite les accolades. CTRL V. Là ça devrait marcher également, sauf que ici ça marche pas.
Parce que si vous pointez sur l'élément, il vous dit que pour le moment, dans l'environnement, il a configuré de travail avec Java 7. Alors que si vous voulez utiliser donc Java 8, il faut changer dans votre... Il faut indiquer comme quoi on veut utiliser, c'est-à-dire la syntaxe, plutôt le compilateur version Java 8. Alors vous avez deux manières de le faire. Donc soit vous avez ici donc la même chose, la petite lampe, il va vous dire est-ce que vous voulez définir Java 8 comme langage de compilation. Alors vous le faites. Alors si vous le faites, donc il va le faire dans l'environnement. Et là, dorénavant, vous pouvez utiliser les éléments syntaxiques de Java 8. Alors si vous voulez, sinon si vous voulez le faire manuellement, vous allez vers File, Project, la structure du projet. Et là vous allez trouver, alors ça c'est le GDK normalement utilisé, c'est le GDK interne. Voilà. Alors c'est dans App, vous allez trouver ici source compatibilité, donc vous avez ici 1.8 et target c'est 1.8. Mais en réalité vous pouvez faire la même chose, mais vous allez vers le fichier de Gradle, le fichier plutôt le fichier de configuration de Gradle. C'est là on peut spécifier la version de Java utilisée. Bon, les deux syntaxes bien sûr donc peuvent fonctionner. Alors, supposons que, bon, je n'ai pas encore terminé, mais je viens de faire un premier test. Vous voulez exécuter l'application. Alors, pour pouvoir exécuter l'application, il nous faut démarrer un émulateur. J'en ai parlé la dernière fois. Alors, pour démarrer les émulateurs, donc vous avez un outil qui s'appelle AVD Manager. Donc, Tools, AVD Manager. Et dans lequel vous devrez normalement créer un émulateur. Hein, c'est-à-dire... soit que vous créez un émulateur, soit que vous branchez directement c'est-à-dire votre téléphone physique à l'application, c'est-à-dire à votre machine. Alors ici, donc, je suppose que j'ai déjà un émulateur, donc en principe, si vous voulez le créer, c'est New. Vous pouvez choisir un modèle, par exemple ici Nexus 5, par exemple. Voilà les dimensions, vous cliquez Next, Next. Alors généralement, toute la liste que vous voyez là, c'est des modèles d'émulateurs, c'est-à-dire le type d'appareil que vous voulez émuler, mais tous ces modèles-là ne sont pas téléchargés par défaut. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez par exemple Nexus 5, donc vous trouverez donc c'est un modèle qui est déjà, c'est-à-dire qui est déjà installé. Donc, pour éviter de réinstaller encore plus de modèles et de prendre le temps de télécharger, donc vous pouvez utiliser ce modèle par exemple. Bref, alors si vous créez un émulateur, il faut le démarrer. Alors ici donc j'ai par exemple cette version, alors je peux le démarrer. Alors en principe le démarrage, je le disais la dernière fois, le démarrage d'un émulateur ça prend du temps, n'est-ce pas? Et ça consomme des ressources en termes de CPU, en termes de mémoire. Donc c'est-à-dire que ayez le réflexe de quand vous démarrez votre système Android, vous démarrez d'abord l'émulateur. Et vous commencez à travailler, comme ça vous ne serez pas obligé à chaque fois d'attendre le temps de démarrage de l'émulateur. Je crois que moi, l'émulateur est déjà... Non, il n'est pas démarré. Je vais le démarrer. Alors ça c'est un modèle. Bien, alors une fois que l'émulateur est démarré, je vais démarrer l'application. Et quand vous démarrez l'application, il va vous demander, vous voulez l'exécuter sur quel émulateur. Donc je vais sélectionner l'émulateur qui vient de démarrer. Bon, à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous appelez l'outil Gradle qui va compiler, qui va générer l'APK, qui va faire le travail. En même temps, il va installer l'APK dans l'émulateur. Et dans quelques instants, en principe, l'interface ne répond pas. Pourquoi?
Bah, j'attends qu'il démarre l'application. Oui. Normalement, il devrait faire plus vite que ça, donc il est en train d'installer l'APK sur l'émulateur. Souvent, la première compilation, uniquement la première, ça prend du temps. Voilà. Alors déjà, surprise, c'est que là, au niveau de la manière avec laquelle nous avons placé, on n'a pas pris vraiment... travailler manuellement, c'est toujours... avec Relative Layout, c'est pas forcément la meilleure façon que vous pouvez utiliser au démarrage. Enfin, c'est-à-dire, vous pouvez démarrer avec ça, mais tout à l'heure, on va voir qu'il y a des moyens plus efficaces pour bien placer vos éléments. Alors, le premier test que je vais faire, c'est que je vais saisir la valeur, par exemple, dans la zone de texte. Normalement, si tout marche bien, quand je clique sur OK, alors, quand je clique sur OK, il n'y a rien. Bah, s'il n'y a rien, c'est qu'il y a une erreur quelque part, il y a une exception. Alors, il y a une ressource qui n'existe pas, ça doit être un nul pointer. Alors, c'est des choses qui arrivent quand... Alors, text view indication, set text, ben, il devrait l'accepter, hein. Même avec ça, string.value de res. Mais ce que c'est... Alors, une fois que je fais la modification, donc je vais... Alors, je crois même qu'il y a un petit problème dans le... Hein? Oui? Il va fonctionner. Oui, merci. Moi aussi, je dis qu'il va fonctionner. Mais là, non, ce que j'ai plutôt... ce que je vois, c'est que ça a tellement pris beaucoup de temps. Voilà, il va fonctionner tout à fait. Alors, en principe, donc, dans le champ de type texte, donc, on va utiliser string value of, donc, parce qu'en fait, tout ce que vous mettez dans les text views, c'est des strings. Bon, ça, il y a une conversion à faire.
Alors, on va continuer. Maintenant, du moment que nous avons compris le principe de base, parce que là, a priori, pour quelqu'un qui essaie de créer sa première petite application Android, ce qu'il peut faire, c'est ça, c'est créer une zone de texte, saisir un nombre, cliquer sur un bouton, afficher le résultat. Donc, ça veut dire que vous avez compris donc, la procédure événementielle. Alors, dans notre cas, pour notre jeu, déjà, il y a quelque chose qui devrait être arrangé, notamment, voilà, dans notre design. Alors, dans les ressources, alors ce nombre-là, alors à chaque fois que vous testez, donc vous faites basculer votre téléphone. Bien, alors maintenant, dans notre cas, donc pour notre jeu, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de déclarer d'abord un nombre secret. C'est un int secret. Et que au démarrage, une fois que notre liste est chargée, on va faire appel à une fonction qu'on va appeler initialisation. Bon, initialisation, c'est une fonction qu'on va créer. On en aura besoin à chaque fois qu'on veut réinitialiser notre système. Alors, je vais créer donc la initialisation. Alors, dans initialisation, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais générer un nombre aléatoire. Donc, pour moi, secret égal à quoi? C'est math.random. Je vais multiplier par 100. Bon, ça me donne en principe un nombre entre 0 et 100. 100 non inclus. Donc, ça veut dire que vous allez ajouter 1 plus tout ça. Et après, il faut faire un cast ici en int. Alors, vous avez un nombre entre 0 et entre 1 et 100. Donc, c'est un nombre secret. Alors, l'utilisateur va deviner le nombre secret. Alors, juste, il faut que je complète également pour le cas des autres éléments qui restent. Alors, vous avez progress bar. Alors, progress bar, ça c'est quoi ça? C'est tentative. Et vous avez également besoin de récupérer l'élément TextView, tentative. TextView, tentative. Bon, ça c'est bien ça le TextView que nous avons. Bon, on a besoin d'un compteur, une variable. Et on a besoin d'une variable pour stocker le score. Bon, ça c'est les éléments de base. Alors la même chose ici, donc vous avez progress bar, TextView, donc et après il y a également la liste. List view, ça c'est historique. Alors pour l'historique, donc pour nous, donc l'historique, on va le stocker dans une liste. Bon, je vais déclarer une liste d'éléments Java utile de string. Donc ça c'est liste historique.
je vais initialiser. New array list. Alors si vous voulez, c'est les éléments que je devrais, les éléments que je devrais stocker. Les éléments que je vais stocker dans list view, en principe, c'est des éléments qui sont stockés dans cette liste. Donc après, on va voir qu'en fait, list view utilise un modèle qui va se baser sur cette liste-là qui seront affichées. Alors, il ne faut pas oublier donc de récupérer ces éléments-là. Donc, progress bar. Bon, on va faire copier-coller à nouveau ici. 1, 2, 3, sans rien oublier. Donc, progress bar tentative. C'est .r plutôt .id. Je ne sais pas si on l'appelait comme ça. Donc, progress bar tentative. Vous avez text view tentative, la même chose. Il faut le retrouver. Find view by ID, text view tentative. Et après, list view historique. Find view by ID, list view historique. Alors c'est important de bien, si vous voulez, respecter la norme dans la manière avec laquelle vous nommez vos composants. Vous suivez? Vous suivez? Alors dans initialisation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va supposer, on va initialiser les variables. Donc notre compteur, le compteur, donc on va l'initialiser à 1. Le quoi d'autre? Le score. Bon, le score, on va pas donc on va le laisser. Alors ici, après, donc vous avez text view tentative point set text. Alors c'est pareil, c'est string point value of counter. Alors la même chose pour progress bar. Alors pour progress bar, il y a progress bar tentative. Il y a une méthode setProgress. Alors normalement progress ça définit si vous voulez la valeur de la progression. Alors pour nous on va l'initialiser à quoi? À counter. Bon, chaque tentative donc le progress va avancer. Après on va définir le maximum de tentatives égal par exemple à 6, n'est-ce pas? On va définir le maximum de tentatives comme une variable. Max tentative égale à 6. Alors si max tentative égale à 6, il faudrait indiquer à progress bar point set max égale à combien? C'est max tentative. Voilà. Alors ça c'est l'initialisation. Alors pour ne pas redémarrer à chaque fois, il y a un outil qui permet donc de charger, d'appliquer uniquement les changements sur votre application. Bon, ça permet de faire plus rapidement. Hein. Donc c'est pour ne pas redémarrer l'application. En principe, vous attendez un petit moment, donc vous devrez voir en principe. Alors là, il est en train de compiler. Alors, souvent, quand vous avez, par exemple, vous faites appel à un composant qui est nul, c'est-à-dire que vous n'avez pas récupéré, alors ça génère une exception au démarrage et ça ne marche pas. Alors, c'est le cas ici. Alors, vous voyez, donc, vous avez un nil pointer exception quelque part. Il y a un composant qu'on a mal récupéré, c'est text view. Ça se passe ici. Alors donc, text view tentative.
text view, tentative, elle est nulle. Alors on va regarder dans notre interface. Alors ça c'est text view tentative. Tentative, text view, c'est ça. Text view tentative. Elle est là. Text view tentative. Normalement, il devrait être la text view tentative. Text view tentative. Là, je redémarre. Parce que là, c'est pas normal. Parce que non, il y a toujours le problème. Dans l'initialisation, oui. En fait, regardez. C'est normal, vous voyez pas? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette content view. Bon, cette content view, qu'est-ce qu'il fait? Il va charger les éléments graphiques et après on appelle initialisation, n'est-ce pas? Et on appelait initialisation avant d'initialiser, avant de récupérer les valeurs. Donc forcément, on part dans initialisation avec des objets qui sont nuls. Donc initialisation, il faut faire attention. Dans notre cas, il doit être fait après avoir récupéré les éléments. Alors faites attention à ce genre de situation. Souvent, vous allez avoir ça. Des null pointer exceptions, ça permet d'arrêter l'application si des exceptions qui sont sévères. Il faudrait à chaque fois regarder dans la fenêtre Run et regarder donc les messages qui sont affichés. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc je vois bien les valeurs par défaut. Donc ici c'est 1. Alors, la même chose. Ici donc par défaut c'est 1. Alors, maintenant, je vais rentrer dans les éléments du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on ne va pas faire un calcul. Donc, on récupère le nombre. Et après, on va commencer par tester. If, si number est supérieur, secret. Vous avez else if number est inférieur à secret. Et vous avez else. Nous avons 3 cas. Else. Alors, s'il est inférieur au nombre secret, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois afficher une indication. Alors, c'est quoi l'indication? Donc, c'est text view tentative, plutôt text view indication, point set text. Alors, c'est quoi le texte que je vais mettre là? C'est valeur. On va dire que sa valeur, elle est supérieure. Valeur. Votre valeur. Valeur supérieure. Alors là, c'est pareil. On va mettre ces valeurs inférieures. Valeur supérieure, valeur inférieure. Et ici, donc, ça va être bravo, vous avez gagné. Alors là, on va retrouver la même chose. C'est pour le problème d'internationalisation. C'est que là, on est en train d'injecter des valeurs dans le code, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idéal, c'est quoi? C'est que d'utiliser, de faire référence à des ressources qui sont déclarées dans XML. Bon, à nouveau, donc l'IDE, Android Studio, il vous facilite la vie. Alors, si vous sélectionnez la valeur, vous avez la lampe jaune, donc, et après vous dites extract. Donc, ce string-là, il va l'envoyer vers string XML. Alors, vous lui donnez le nom de la variable, par exemple, valeur underscore inférieur, supérieur, valeur
OK? Et là, vous allez trouver votre code, il va changer. Au lieu d'avoir la constante, qu'est-ce que vous avez? C'est r.string.variable. Donc, on fait bien référence à quelque chose qui est très, très utile pour l'internationalisation. Ben, je fais la même chose pour ça. Donc, je vais extraire la ressource. Alors, si vous voulez la faire manuellement, qu'est-ce que vous devrez faire normalement? C'est d'aller vers string XML, vous ajoutez un nouveau string que vous allez nommer valeur inf, et dans la valeur, vous mettez valeur plutôt inférieure. Une fois que vous faites ça, vous revenez vers l'activité, et au lieu de faire ça, vous allez faire appel à la classe r.string. Et vous retrouvez donc valeur inférieure. C'est plus simple. Alors sinon, vous faites avec l'IDE, comme c'est des choses que vous faites d'habitude, vous utilisez donc extract. Ici, donc, la variable, je l'appelle bravo. Ça me donne quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pas uniquement ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je clique sur le bouton, quand je fais une tentative, il faut juste... il faut incrémenter le nombre de tentatives. N'est-ce pas? Alors, plus tentative. Comment l'appeler déjà? C'est les tentatives, comment l'appeler? C'est counter. C'est le compteur. Bon, c'est un compteur. Alors, si vous voulez même, au départ, il est égal à 1. Donc, c'est-à-dire, une fois que je termine, là, je ne fais pas ça. Une fois que je fais mon test, j'incrémente le compteur et je fais un test. If. Si le compteur est supérieur à max tentative. Alors, dans ce cas-là, on va essayer donc d'afficher une boîte de dialogue pour lui dire est-ce que tu veux recommencer? Bon, globalement. Donc, ça, je vais appeler rejouer, une fonction rejouer que je vais créer. Alt entrée, donc si vous voulez définir la méthode, donc rejouer, elle est là. Alors il y a quelque chose de très important, c'est que dans Android, c'est que souvent vous avez besoin de loguer des informations. Alors par exemple, ici donc pour rejouer, donc en attendant de créer une boîte de dialogue, je vais utiliser donc log.info. En fait, log.i, c'est-à-dire vous loguez une information. Alors d'abord, vous avez besoin de spécifier un tag pour filtrer les logs. Par exemple, ici je peux l'appeler mylog. C'est juste un tag. Parce qu'après, dans la fenêtre où on va afficher beaucoup de logs, vous allez voir, il y a beaucoup de logs qui sont affichés. Donc, si vous voulez afficher que les logs qui appartiennent à la catégorie mylog, vous pouvez le faire. Et l'autre, c'est qu'est-ce qu'on va loguer? Donc, on va dire rejouer. Bon, après, on va compléter cette partie-là. Donc, à chaque fois qu'on incrémente le score, il va falloir l'afficher. Alors, TextView and TextView tentative. .set text string.valueOf, c'est counter. Également, c'est le progress bar tentative. Set progress, c'est quoi? C'est counter. Alors, quand c'est bravo, vous avez gagné. Donc, la même chose, une fois qu'il va gagner, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le score. Enfin, score
Pour nous, donc, à chaque fois qu'il va gagner, si vous voulez, une étape, donc on va dire score égale score plus 5. On incrémente le score. Du moment qu'on l'incrémente, il faudrait l'afficher. Alors, text view score. Alors, on n'a pas de text view score, non? On l'a oublié. Text view. Alors, private text view. Donc, c'est text view score. Et la même chose ici, donc, vous mettez text view score égale find view by id. C'est r.id.textView score. Donc text view score point set text score. Alors c'est pareil ici au niveau de l'initialisation. Ici donc le score on va pas le changer. On va garder sa valeur par défaut si vous voulez. Initialisation aussi. Donc c'est text view score point set text score. Bon, score c'est-à-dire c'est string point value of score. Bon, c'est un petit algorithme comme ça. Donc, qu'est-ce qui lui manque? Alors, vous allez me dire. Oui? Le score. Alors, dans notre petit jeu, soi-disant, c'est un petit jeu, on suppose que dès qu'il gagne, on va lui ajouter 5 points. D'accord? Parce que nous avons le nombre de tentatives, c'est un max, mais à chaque fois, il peut rejouer plusieurs parties. Alors, le score est égal à 0, donc je vais deviner le nombre secret. Bon, alors, je vais mettre par hasard, comme ça, 40. OK? Il me dit valeur supérieure. Ça veut dire qu'en fait, la valeur que je viens d'introduire, elle est supérieure en nombre secret. Alors, 10, elle est encore supérieure. 1, c'est pas normal. Alors, ça veut dire qu'on a encore un petit souci. Alors, string, la même chose, il y a une ressource text view score. Alors justement, on veut définir text view score, mais text view score apparemment 7. Voilà. Alors maintenant, vous allez commencer à vous habituer. Donc string value of score. Alors, on reprend. Donc, ici, 10, la valeur supérieure. 1. Bravo, ça fait gagner. Alors, ça, c'est pas bien. Alors, ici, donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, là, vous avez 5. Vous avez 3 tentatives. Bon. Ici, normalement, bravo, on devrait voir dans le log quelque chose, n'est-ce pas? Alors ici, donc, si vous regardez le log 4,
Alors forcément, si vous cherchez vos logs ici, c'est difficile de trouver parce qu'il y a plein de choses loguées. Et vous pouvez filtrer par rapport à votre tag. Comment il s'appelle le tag que nous avons utilisé? C'est my log. En principe, non. Rejouer, c'est pas ici, hein, parce qu'on n'a pas appelé ici rejouer, donc il va pas loguer, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, c'est que quand on termine, on va lui dire bravo. La même chose, on va lui dire de rejouer, n'est-ce pas? On va lui demander ce qu'il veut rejouer encore la partie. Alors bref, donc maintenant, dans rejouer, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher une boîte de dialogue. Alors pour afficher une boîte de dialogue, alors on va écrire un peu de code. Je vais vous montrer. Alors voilà ce que vous allez faire, donc vous allez juste suivre, regardez. Parce qu'on quand même, pour lancer une boîte de dialogue, donc vous aurez besoin de créer un objet alerte dialogue. Alors pour créer alerte dialogue, donc vous aurez besoin d'utiliser la syntaxe suivante. Donc vous faites appel à new, une classe builder. Alors vous allez lui donner le contexte de l'application, c'est-à-dire l'activité. Donc on va utiliser this, create. Et après on va définir le titre de la boîte de dialogue. Ensuite on va définir les boutons. Parce que dans notre boîte de dialogue, on va ajouter un certain nombre de boutons. Dans notre cas, on va ajouter combien de boutons? 2. Alors le premier bouton positif, c'est-à-dire qu'on va considérer, par exemple, c'est OK. C'est le label OK. Et après, on va lui donner un listener, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors dans ce cas-là, il faut utiliser new on click listener, mais cette fois-ci de l'interface dialogue interface. Alors, et après, dans notre cas, quand je clique sur OK, donc je fais appel à initialisation. Donc c'est-à-dire je réinitialise le jeu et je reprends. Et après, si je clique sur Finish, je vais quitter l'activité. Alors, pour quitter l'activité, donc je vais appeler la méthode Finish. Alors, on va faire ça. Alors, alerte dialogue égale new alerte dialogue.builder. Normalement, builder.create. Mais après, il faut transmettre les paramètres. Alors, le paramètre, c'est 10. Alors, en fait, 10, il faut toujours, quand vous créez une fenêtre, une boîte de dialogue, il faut lui donner la fenêtre parente. Alors, dans notre cas ici, donc, cette boîte de dialogue, il faut lui transmettre 10. 10, ça veut dire quoi? Cette activité. C'est-à-dire notre activité que vous avez ici, mais une activité que vous avez utilisée. Alors, une fois que vous créez la boîte de dialogue, donc on va spécifier donc alerte dialogue.setTitle. Alors le titre, donc ici donc, allez, on va dire rejouer, point d'interrogation, ça c'est le titre. Ensuite, alerte.add set bouton. Alors ici donc on va ajouter donc en quelque sorte 2 boutons. Alors pour chaque bouton, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord c'est alerte dialogue.positive, c'est-à-dire le type de... Parce qu'en fait, quand vous avez une boîte de dialogue comme ça, vous avez 2 boutons, soit annuler, soit OK. Alors positive, le texte qu'on va utiliser c'est oui, êtes-vous sûr de vous voulez rejouer? Et après le deuxième c'est quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc à nouveau, donc on va utiliser new on click listener. On click new on click listener, mais cette fois-ci de dialogue interface. Alors vous voyez, donc quand vous créez un objet on click listener, il redéfinit la méthode on click. Bon, ça c'est si vous voulez utiliser la syntaxe Java 8, la même chose, vous pouvez utiliser les expressions lambda. Alors ici donc
Si quand je clique sur oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler rejouer. C'est initialisation. Parce que là, c'est une récursivité. Initialisation. Ben, je fais la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Alors là, je vais mettre non. Plutôt quitter. Alors pour quitter, donc on va utiliser quoi? Finish. Bon, finish, c'est une méthode que vous héritez de la classe activité, qui permet donc de finir l'activité. Bon. Mais il faut afficher cette boîte de dialogue. Oui? Bouton? Quoi? Oui. Merci. Alors ça, c'est bouton négatif. Et après, il faut afficher la boîte de dialogue. C'est alerte dialogue.show. Et après, il nous restera l'historique. Donc, vous montrez comment utiliser List View. Alors, on va essayer de jouer. Alors, ça ne doit pas être 1 cette fois-ci. Alors, si c'est 1, ça veut dire que nous avons une erreur dans notre code. C'est-à-dire qu'il choisit toujours 1. Alors, c'est quoi l'erreur? Et ça, il faut toujours faire attention. Vous voyez donc math random, si vous faites un int, parce que random, il retourne un nombre entre 0 et 1. Un int, il vous donne 0. Si vous le multipliez par 100, il vous donne 0. Donc, c'est-à-dire que notre secret, c'est toujours 1. Donc, il faut faire les parenthèses ici. Voilà. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire math random 0, 1, je multiplie d'abord par 100, n'est-ce pas? Comme ça, j'ai un nombre entre 0 et 100, et après, je fais un casse vers int. Les parenthèses ici, c'est important. Alors, cette fois-ci, ça ne devrait pas être 1 sur... Bon, la valeur, elle est supérieure. 1, elle est inférieure. 5. Et bravo, j'ai gagné. Alors, je ne joue pas trop, mais... Alors, ici, donc, vous voyez donc une petite boîte de dialogue. J'ai 2 boutons. Est-ce que vous voulez rejouer? Oui ou non? Alors, si vous dites oui, alors ici, donc, le score, il est incrémenté. Et après, on va encore... Normalement, c'est un nouveau secret. 5. Il est inférieur. Alors, 80. Il est supérieur. Alors là, vous allez vers le milieu, 50. 5. Ah! Non, si. Parce que initialisation, donc il est, la valeur, elle est inférieure. C'est la valeur que j'ai saisie, elle est inférieure au nombre secret. Vous voyez? C'est pas qu'il faut la valeur que vous cherchez. Donc là, c'est supérieur, donc on va mettre 40. Bah, c'est exprès. Donc normalement, quand on dépasse, voilà, on dépasse 6 tentatives, c'est normal, il va nous dire donc vous avez échoué, etc. Est-ce que vous voulez rejouer encore? Vous rejouez, etc. Donc à nouveau, vous avez, mais le score n'a pas changé. Alors en fait, ça c'est en quelque sorte juste une première petite application. C'est pas très joli parce qu'il faudrait améliorer l'interface, il faudrait utiliser un peu un style bien fait. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer comment travailler avec les styles. Ça, c'est très important pour faire soigner le design de l'application. Comment utiliser donc les layouts, notamment linear layout, vertical layout, et comment combiner entre différents layouts pour pouvoir faire plutôt une mise en page qui est relativement bonne. Alors d'ailleurs, si vous regardez ici, donc votre téléphone, si vous le basculez comme ça, ah bah ça c'est pas un bon téléphone. Parce qu'en fait, il y a des émulateurs. Parfois, il faut choisir un bon émulateur si vous voulez vraiment émuler toutes les fonctions, les fonctionnalités d'un téléphone. L'internationalisation, donc on va le voir tout à l'heure, comment utiliser plusieurs langues. Et surtout, mais avant ça,
il nous reste encore une partie. C'est comment utiliser list view. Parce que normalement ici, donc, on devrait afficher l'historique.